Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau plateau télé qui va tenter de comprendre comment les variations du prix de l'énergie peuvent déstabiliser les différents marchés des industriels du bois, du gaz et du fuel. On avait envoyé une invitation à un expert de la filière électrique, donc ils ont dû décommander, donc voilà, tant pis pour eux. Donc je le rappelle, hein, l'idée de ce débat, c'est de ne pas opposer les énergies, mais de montrer qu'elles peuvent être complémentaires. Pour en parler, nous accueillons Eric Vial de l'association Propelay. En face de lui, Thierry Hug, qui est directeur de la communication d'Alliance Solutions Fuel. Et en face de lui, Thomas Delpech, chef des ventes tertiaires et aménagement dans la région Rhône-Alpes. Alors messieurs, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. On observe depuis 2 ans une stabilisation du prix du fuel, voire une baisse, comme ça a été le cas entre 2015 et 2016. Puis il est reparti à la hausse depuis l'été dernier. Même chose pour le prix du tarif réglementé du gaz naturel, qui est passé de 70 € en janvier 2015 à environ 60 € l'an dernier. Dans le même temps, les ventes de chaudières bois ont reculé de moins 26% entre 2016 et 2015. Et selon Uniclimat, il est clair que la baisse du prix du fuel est un des principaux éléments qui explique le recul de ce marché. Eric Vial, on a pu échanger ensemble il y a quelques jours, il y a 2 jours, sur le marché du granulé. Vous confirmez que la conjoncture a été particulièrement difficile pour les chaudières à granulés? Effectivement, on a constaté des conditions économiques très défavorables, que ce soit le climat, mais c'était le moindre de nos soucis. C'est vrai que la baisse significative du cours du pétrole et du gaz aussi, mais surtout du pétrole depuis 2014 a vraiment sensiblement a impacté fortement les ventes de chaudières. Bon, alors d'un autre côté, on va faire d'un mal un bien. Ça nous a permis aussi d'argumenter sur d'autres sujets que le prix. Et ça a poussé un peu nos aficionados à parler d'autre chose que du prix. Mais c'est évidemment, le concret est là, ça a baissé les ventes et on sait, comme vous le disiez, on a perdu 25% par an sur 2 ans. Donc voilà. Quels sont les autres facteurs qui peuvent expliquer la dégradation de ce marché? Très clairement, quand il ne fait pas froid, on n'a pas de problème avec sa chaudière, on ne pense pas à sa chaudière. Donc on n'est plus dans la logique de se dire « Ah tiens, il va falloir que je change ma chaudière éventuellement ». Donc logiquement, ça a un impact qui n'est quand même pas négligeable. Après, les autres facteurs, on peut aussi évoquer le facteur économique global de l'ambiance n'est pas euphorique. Mais le gros facteur, c'est la baisse du prix du pétrole et la baisse et le manque de réel hiver. Et on peut évoquer également les dispositifs d'incitation pour les propriétaires comme le CITE qui n'ont pas permis de soutenir ce marché. Le CITE, il existe et on s'en félicite. Il a existé pendant la période et ça a aidé à diminuer la casse, on va dire. Bon, après, sur le CITE, on peut revenir sur quelle est la logique du CITE, puisque c'est la transition énergétique, ça concerne toutes les énergies, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, le CITE, il a le mérite d'exister, on va pas critiquer la chose. En revanche, les ventes de poêles à granulés se sont plutôt bien portées. Hein. Alors, les ventes de poêles à granulés, oui, c'est un autre sujet. Elles sont effectivement bien portées. Elles ont même été en croissance les 2 dernières années. On est sur un volume de 100 000 poêles par an pratiquement. Et en 2016, on va dépasser ça. Donc oui, on est ça confirme que le marché du granulé est bien et ça marche. C'est la chaudière qui souffre. Je me tourne vers vous, Thierry Hug. Vous êtes donc le directeur de la communication d'Alliance Solutions Fuel. Oui. Avant de revenir sur le marché des chaudières fuel, quelques chiffres sur le parc de logements équipés en France. Qu'est-ce que ça représente? Oui, alors vous avez raison, effectivement, parce que le contexte est important. Il faut d'abord préciser que 26% de l'habitat résidentiel en France utilise et mobilise l'énergie finale consommée. Donc c'est très important.
Dans ce contexte-là, la part du fioul domestique, par exemple, en habitat individuel, représente 20% de la consommation d'énergie de ce parc. Voilà. Ce parc est relativement vétuste, et là je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Il est ancien, puisque plus de la moitié de ce parc a été construit avant la première réglementation thermique de 1975. Et donc la consommation moyenne par mètre carré donc, est de 200 kWh par mètre carré par an. Et le parc est également ancien, puisque plus de 35% de ce parc a un rendement moyen de l'ordre de 67 à 77%. Donc il y a un travail et surtout un gisement d'économie d'énergie qui est considérable. Nos chaudières sont surtout situées, nos habitations en zone rurale, sont plutôt des habitations qui sont des passoires à calories, on vient de le voir, et qui sont plutôt plus grandes que la moyenne nationale. Voilà, donc ce contexte-là explique également ce qu'on connaît et les messages souvent un peu négatifs qu'on véhicule sur cette énergie. Voilà, puis on verra, je pense que tout à l'heure, qu'effectivement les solutions technologiques existent, elles sont comparables à celles du pellet ou celles du gaz également en termes de performance. Alors les ventes de chaudières fuel et gaz à condensation, elles ont fortement progressé entre 2016 et 2015. Les chaudières fuel à condensation, donc c'est une technologie qui aujourd'hui est mature, qui fait ses preuves. Oui, complètement. La meilleure preuve, c'est qu'effectivement, et Uniclimat vous le confirmez, donc le syndicat des constructeurs de matériel de chauffage, ce sont des matériels qui sont devenus les standards aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a une réglementation européenne également, donc avec un labelling qui mesure effectivement le niveau de performance des chaudières, comme lorsqu'on achète un réfrigérateur. Et les chaudières à condensation fuel ou gaz également, c'est la même chose, sont dans la catégorie A, voire A+, hein, voilà, lorsqu'elles sont modulantes. D'ailleurs, pour la petite histoire, je rappellerai que simplement, compte tenu de la différentielle, ça rentre dans la technique PCS et PCI, le fuel domestique est légèrement favorisé, parce que le delta est plus important, ce qui lui permet de faire passer des chaudières également très basse température. Voilà. Donc, avec des coûts qui sont quand même très intéressants pour le consommateur. Voilà, donc ce que je peux dire là-dessus. Thomas Delpech, les chaudières gaz à condensation, elles ont cartonné l'an dernier. À quoi cela est lié selon vous? Oui, aujourd'hui la chaudière gaz à condensation, c'est le produit de référence dans le marché du neuf. C'est-à-dire que dans le résidentiel groupe P9, on est à plus de 70% de part de marché. Parce que tout simplement, le premier critère, c'est de passer la réglementation thermique. Quel est le meilleur moyen de passer la réglementation thermique en maîtrisant son investissement? En maison individuelle, la solution la plus performante, ça va être de mettre une chaudière à condensation avec un kit photovoltaïque, grosso modo 2 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit. En logement collectif, ça va être la chaudière individuelle ou collective à condensation. Tout simplement parce qu'on a un objectif de rendement et donc de sobriété énergétique qui est fort et que c'est la chaudière à condensation qui permet d'atteindre ce rendement. Et avant, ces parts de marché étaient occupées par l'électricité, mais pour atteindre ce niveau de rendement en énergie primaire, on parle bien d'énergie primaire, donc il y a un coefficient de transformation de 2,58 pour l'énergie électrique, il faudrait mettre en face des pompes à chaleur électriques et en termes d'investissement, ce serait plus lourd, en termes de travaux, ce serait plus lourd. Donc c'est ce qui explique, avant le prix des énergies, c'est le coût d'investissement qui explique cette force de la chaudière à condensation. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut jamais oublier que le retour sur l'investissement avec une chaudière à condensation est sûrement le meilleur qu'on ait aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est qu'en termes de technicité, c'est une technicité qui est parfaitement maîtrisée par les installateurs chauffagistes, c'est très important, et parce que c'est du chauffage à eau chaude, qui est simple. Et la deuxième chose, c'est que le gain immédiat est de 30%. Et donc les émissions de gaz à effet de serre réduites sont également de 30%. Et ça, c'est très important. Thomas Delpech, c'est un marché qui a bénéficié de la directive éco-conception pour le chauffage et du CITE, c'est ce qu'on peut dire? Oui, la directive, alors, plus la directive d'ailleurs que le CITE, et de manière générale la réglementation énergétique, on fait ce qu'il faut pour l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut des solutions innovantes. Il faut qu'on anticipe aussi en termes de recherche et développement avec les fabricants pour être capable de proposer les meilleures solutions et d'avoir... et pourquoi le CITE a peu d'impact? Parce que finalement, quand on doit investir, le coût d'investissement, ça ne va pas forcément être l'achat dans une conversion énergétique, l'achat du matériel, mais tous les travaux qui vont avec. Et là, on doit regarder la rentabilité sur 10, 15, 20 ans. Et pour ça, il faut comparer le prix des énergies. On parle aujourd'hui de l'impact du prix, surtout le différentiel qui va compter.
C'est-à-dire qu'on doit comparer le différentiel de prix sur une longue période. Pour ça, il y a un site internet qui s'appelle Enerprix qui permet d'aller chercher des informations. Vous donniez tout à l'heure le prix du gaz, le tarif régulé. Aujourd'hui, il est en voie de disparition et c'est un faux indicateur. Il faut aller chercher le tarif de marché qui, lui, varie réellement de mois en mois, qui s'oriente à la baisse après une petite hausse parce qu'on a eu un hiver froid et où là, on a une variation qui est beaucoup plus représentative du marché. D'accord. On est à moins 10%, moins 20% par rapport aux tarifs réglementés, les tarifs de marché, c'est ça. Pour revenir sur les variations des prix, Eric Vial, le prix du bois en chauffage et notamment le prix du granulé, il reste tout de même plus compétitif que le gaz ou le fuel. Il est surtout stable, c'est ce que vous pouvez affirmer. Oui, ça c'est clair. Donc nous, on est sur un combustible qui ne dépend pas d'un certain nombre de critères qui vont faire que ça peut monter ou descendre très rapidement et de manière importante. On a un prix qui est très stable. Jusqu'à décembre, on était sur un prix qui était quasiment le même qu'en 2006, le prix au kilowattheure du granulé. Après, bon, on n'est pas à l'abri de fluctuations ponctuelles liées à des hivers plus froids ou des choses comme ça, ou des hivers moins froids qui font qu'il y a moins de demandes, donc les prix ont tendance un peu à baisser. C'est la loi du marché. Mais on est sur un prix qui est toujours plus stable. Après, il se trouve qu'on est en train de revenir sur une situation où on est un peu moins cher au kilowattheure que le gaz et le fuel. Il y a une époque, c'était vraiment une grosse différence. On espère que ça va continuer à aller dans ce sens. Mais c'est vrai que c'est un point important. Je rajouterais juste, vous avez parlé de chaudière à condensation. Le granulé, on a des chaudières à condensation au granulé aussi. Et elles ont fait un carton, elles aussi, quoi. Même chose pour le prix du bois bûche, il est, même si ce n'est pas votre métier, votre cœur de métier, il reste relativement stable et plus compétitif que les autres. Alors le bois bûche, c'est un marché qui est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'indice comme on a sur le granulé ou les autres énergies, l'indice INSEE du bois bûche, donc c'est un peu difficile à évaluer. On sait que c'est relativement stable. Après, il y a aussi une question de qualité parce que autant le granulé, le fuel et le gaz, la qualité est impeccable, autant la bois bûche, il y a bois bûche et bois bûche. Donc après... Faire une règle sur le prix, c'est pas évident. Donc, mais en théorie, il doit être plus stable il est sur la même stabilité que le granulé. D'accord. Et pourtant, les ventes de chaudières à bois bûche ont diminué ces dernières années. Alors là, je n'ai pas d'explication à part peut-être le fuel, mais la baisse du fuel, mais je ne saurais pas. C'est pas mon domaine. D'accord. Est-ce que l'étiquetage énergétique des chaudières biomasse, qui va devenir obligatoire en avril prochain, de nature à faire décoller, à soutenir la filière? Soutenir sûrement, faire décoller, je pense pas, c'est d'autres arguments qui vont faire décoller. Les arguments, on les connaît. C'est évidemment, on en a parlé, le prix, les émissions de gaz à effet de serre, on en a parlé, vous l'avez évoqué un petit peu. Je veux dire, on n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre avec le granulé. Donc après, c'est sûr qu'il faut, c'est des choix, c'est plus des choix entre guillemets éthiques qu'un choix économique pour l'instant. Mais on espère encore une fois que nos petits amis du gaz et du fuel vont encore avoir un prix qui va monter pour nous aider à relancer la vente de chaudières granulées. Et vous êtes plutôt optimiste avec la perspective du label E+C en cours d'expérimentation, qui a notamment la vocation de développer des logements à faible empreinte carbone. Oui, là oui, c'est à faible empreinte carbone, moins que le bois, si les autres énergies renouvelables, mais ce sera très bien aussi. Ouais. Thierry Huyghe, on l'oublie peut-être, mais la filière fuel, elle a également l'intention de devenir un acteur important de la transition énergétique. C'est un peu fini les vieilles chaudières de grand-mère. Vous essayez de développer des technologies comme la microgénération, la pompe à chaleur, fuel couplé à des ENR. Est-ce que ces technologies peuvent répondre aux exigences de la future réglementation environnementale? Et je crois que vous misez surtout sur le marché de la rénovation. Oui. Alors dans l'ordre, si vous voulez, je vais revenir un petit peu sur les évolutions technologiques, donc qui sont plutôt moins bien connues avec le fuel domestique. Je vais simplement donner un chiffre. Deux exemples, pardon. Si on rénovait 1 400 000 chaudières fuel domestique en France, par des chaudières, en les remplaçant par des chaudières à condensation, massivement, on économiserait chaque année 1,1 million de tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est considérable. Deuxième exemple, ce sont une rénovation sur une installation fuel domestique avec une habitation à niveau BBC, donc bâtiment basse consommation, en installant une chaudière à condensation fuel domestique couplée avec une énergie renouvelable, donc une hybridation, et en amélioration le bâti, la consommation en énergie fossile, donc en fuel domestique, en combustible, n'est plus que de 600 litres de fuel par an, alors qu'elle était de 2500 litres auparavant. Auparavant, c'est-à-dire? Auparavant, dans une maison qui n'était pas à niveau BBC. Voilà.
Donc vous voyez, donc l'évolution est considérable et là-dessus, et donc le fuel domestique a également des solutions technologiques innovantes. Et d'ailleurs, il faut remercier les constructeurs de matériel de chauffage parce que chez eux, effectivement, l'imagination, la technologie est au pouvoir. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, le prochain pas, effectivement, sur notre parc, parce que je dis toujours que toutes les énergies sont vertueuses et présentent des avantages. Chaque énergie doit être à sa place. Le gaz de réseau présente des avantages indéniables. Le pellet présente des avantages et le fuel domestique présente également ses avantages. Alors, une des solutions dans la future réglementation environnementale, la RBA 2020, effectivement, sera de fabriquer des bâtiments BPOS, des bâtiments qui fabriquent de l'énergie et ensuite qui la consomment. Voilà. Donc, et redistribuer cette énergie, la consommer, la redistribuer localement. En ce qui concerne le fuel domestique, il existe une solution, effectivement, qui est la chaudière. C'est pas une chaudière, c'est un moteur micro-cogénération. C'est un moteur thermique qui est déjà utilisé à plusieurs milliers d'exemplaires en Allemagne, qui fonctionne très bien et donc qui produit simultanément de la chaleur et de l'énergie avec des rendements de 100% et supérieurs à 100% sur PCI. Voilà, donc ça existe, oui. Il faudra également compter sur vous dans les prochaines années. Oui, je pense, oui, effectivement. Il y a deux choses. La diversification des énergies. Moi, je dis toujours une chose, effectivement, la transition énergétique porte bien son nom. Il s'agit d'une période transitoire qui doit nous amener uniquement vers des utilisations d'énergie décarbonées. Et là-dedans, le fuel domestique, le gaz de réseau, on le sait tous, n'auront plus leur place. Donc ça, c'est du moyen terme. Il y aura encore du pellet, puisque c'est une énergie qui a un effet neutre, puisque le gaz carboné qui est carboné par utilisé pendant la durée de vie de l'arbre est restitué lorsque la combustion est effectuée. Il y aura d'autres technologies, il y aura d'autres énergies, c'est surtout l'hydrogène sur lequel on regarde de plus en plus. Mais en attendant, effectivement, le pouvoir politique doit être pragmatique et regarder l'économie qui est en place, les phénomènes sociétaux qui sont en place et la géographie de notre pays. Et là, effectivement, nous avons des parcs d'énergie fossile qui sont en place, qui sont très importants. On doit faire avec eux, on doit effectivement utiliser ces chaudières à condensation pour mettre en place cette sobriété énergétique qui doit nous conduire progressivement vers ces énergies décarbonées. Mais il faut faire les choses doucement et lentement. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'on va changer sa chaudière, on parlait du CITE, c'est bien d'avoir effectivement une réduction une réduction avec un crédit d'impôt de 30%. Mais malgré tout, l'effort consenti est important. Une chaudière à condensation, c'est pas neutre lorsqu'on l'achète. Je veux dire, c'est quand même plusieurs milliers d'euros qu'il faut sortir. Et lorsqu'effectivement le prix d'énergie n'est pas très élevé, eh bien, effectivement, on reporte à plus tard cet achat. Voilà. L'achat, de toute façon, il est économique. Il n'est pas écologique aujourd'hui. Voilà. C'est une réalité. Donc un propriétaire qui dispose d'une vieille chaudière fuel, pourquoi il se tournerait à nouveau vers une chaudière fuel à condensation? Vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que le fuel domestique, en fin de compte, son avantage et son inconvénient. Son avantage, c'est que c'est une énergie qui fabrique des chaudières qui sont robustes. Dont l'inconvénient, effectivement, c'est que cette chaudière, très souvent, on l'oublie. Et on oublie qu'elle le surconsomme. Voilà. Alors, on s'en rappelle effectivement lorsque le prix de l'énergie augmente et on se dit, halte là, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais investir dans une chaudière à condensation qui va me coûter 5 000, une chaudière au sol qui va me coûter 5 000, 6 000 euros, plus la pose, plus le tubage, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde connaît mieux les choses que moi ici. Voilà. Et donc, au final, la facture, le devis présenté au consommateur le fait réfléchir. Donc, il préfère parfois baisser de 1 ou 2 degrés sa température et dire cet investissement, je le rapporterai plus tard lorsque je n'aurai plus le choix. Ce sont quand même des éléments qui sont importants, qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc voilà, ça c'est la réponse que je peux vous faire. D'accord. Thomas Delpech, le gaz, il présente lui aussi de nombreux avantages. Il offre une grande souplesse d'utilisation et une forte complémentarité avec les énergies renouvelables. Il faudra également compter sur lui dans les prochaines années. Je pense notamment aux objectifs de la loi de transition énergétique sur le développement du biométhane et du gaz naturel. Cela concerne aussi le marché résidentiel. Alors, chez GRDF, on a un projet, c'est devenir le moyen le plus performant d'acheminer de l'énergie renouvelable. Et pour cela, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est le consommateur. Il faut que pour lui, ce soit le plus simple possible et le plus confortable possible, en ne lui imposant pas un changement de mode de vie, en ne lui imposant pas des investissements lourds. Et donc on le retrouve ici au salon Bipositive avec des cheminées au gaz en fonctionnement, des cheminées que vous pouvez gérer avec une télécommande, que vous pouvez programmer. Vous avez des solutions innovantes, des pompes à chaleur, une pile à combustible qui a reçu hier un award de l'innovation sur le salon.
la chaudière à condensation qui reste un produit très performant. Tout ça pour que le client ait toujours la solution qui réponde à ses objectifs. Et des solutions qui se combinent avec, bien sûr, l'énergie renouvelable solaire, que ce soit thermique ou photovoltaïque. Côté consommateur, côté production, on travaille sur les intrants. C'est-à-dire que l'avenir du gaz, c'est le biogaz. C'est de dire que les déchets verts soient transformés en gaz et utilisés pour chauffer nos maisons et qu'on soit dans un modèle d'économie circulaire. On va gérer les déchets, en tirer du gaz et avoir un digestat qu'on peut épandre. Un petit chiffre pour contextualiser, la production de gaz renouvelable, elle ne couvre que 0,05% de la consommation énergétique nationale. Il y a encore du chemin à parcourir. Et oui, on est au début, mais on est au début d'une très belle aventure. C'est-à-dire qu'en 2011, on a eu le décret permettant l'injection du biogaz dans le réseau. Et on est en train d'accompagner cette transformation, ce changement de paradigme économique avec notre réseau qui était avant simplement un réseau de distribution et qui maintenant va devoir acheminer du biogaz et permettre l'injection. Donc les premiers projets sont en train de sortir. La cible 2030, c'est 10%. Aujourd'hui, 0,05, 2030, 10 et 2050, selon l'ADEME, 56%. Et la cible finale, 100%. Et comment on va faire ça? Avec des déchets issus de la biomasse, avec du gaz issu de l'électricité intermittente. Ça va être un moyen de stockage de l'électricité. Le power to gas. Le power to gas. Et avec l'utilisation de biomasse sèche qui aujourd'hui ne peut pas être valorisée énergétiquement. On ne vient pas se mettre en concurrence de l'énergie bois, vraiment en complémentarité, mais se dire en ville comment acheminer simplement de l'énergie jusqu'au consommateur. Et là, au milieu de tout ça, il y a le réseau gaz qui est très performant. Et la molécule de gaz qui est vraiment un moyen de transporter de l'ENR aujourd'hui. Juste 3 secondes, est-ce que je peux rebondir là-dessus et dire effectivement que toutes les énergies à proprement parler avancent. Nous, en ce qui nous concerne, au fioul domestique, le raffinage européen travaille actuellement sur la conception de biocombustibles. Ce sont des fuels domestiques qui sont désoufrés, dans lesquels on injecte 10, 15, 20% de MHV, donc d'huile végétale. Et il y a des pays qui l'ont commercialisé et inscrit dans leur programme de réduction des consommations énergétiques et de transition énergétique. Je pense à la Finlande, je pense à l'Allemagne, où déjà sont commercialisés ces biofuels qui sont effectivement des fuels verts et qui sont très peu émetteurs de gaz à effet de serre. Et ça, c'est la prochaine génération de fuels domestiques qui verront le jour également. Et d'ailleurs, ça fait extrêmement plaisir aux constructeurs de matériel de chauffage qui n'attendent que ça. C'est bien normal. Éric Vial, vous j'avais juste un intervenir. commentaire. Effectivement, le gaz, c'est une solution très souple. On ne va pas dire le contraire, notamment quand on a un réseau gaz. Mais nous, côté bois, quand on entend GRDF nous annoncer qu'il faut mettre du gaz de partout parce qu'après ça va être du biogaz, on sait, et puis il n'y a pas que nous, on sait pertinemment que c'est une posture marketing. Alors je ne veux pas attaquer le gaz, mais il ne faut pas nous dire qu'il faut mettre du gaz de partout parce qu'après on aura du biogaz. On sait pertinemment que le biogaz, il n'y en aura pas assez pour fournir ce que fournit un gaz aujourd'hui. Voilà, c'est juste ce que je voulais faire remarquer parce que c'est une posture marketing qui est un peu tendancieuse et flouante pour le consommateur. La réponse de Thomas Delpech. Oui, juste une précision pour pas qu'on ouvre le débat. Il y a des sources indépendantes qui peuvent se trouver sur Internet. On fait faire des études par des bureaux d'études indépendants qui mesurent le potentiel énergétique du biogaz en France. On a proposé un scénario pour la transition énergétique et quand c'est l'ADEME qui annonce 56% de biogaz dans les réseaux en 2050, c'est pas du marketing, c'est un organisme indépendant. Je crois qu'effectivement, Éric Vial, vous avez raison. Il ne faut pas être dans un magasin de beauté et dire qu'on est vraiment les meilleurs. Mais je crois que ce qui est important dans ce que vous dites, et c'est aussi vrai chez nous, en termes de recherche énergétique, il y a réellement un positionnement, une volonté d'aller de l'avant. Et ce sont des diversifications en termes de disponibilité de caractéristiques énergétiques. C'est ça aussi qui est important, effectivement. Vous avez raison, on ne couvrira pas tout en gaz, enfin, ça c'est pas mon domaine. Et en fuel domestique, on ne couvrira pas tout le territoire en bio. Éric Vial, le scénario de l'ADEME, le potentiel de développement du gaz. On est tous d'accord pour pas avoir une seule énergie. On est tous d'accord pour la diversité des énergies. Le scénario de l'ADEME, vous n'y croyez pas? Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais monsieur Vial, je vous invite à consulter le scénario de GNRDF pour la transition énergétique et vous verrez que toutes les énergies ont leur place. Mais je suis d'accord, toutes les énergies ont leur place, mais
quoi qu'il arrive, le gaz, ce sera toujours une énergie carbonée. Et voilà. Mais il y a la place pour tout le monde, mais il ne faut pas aller sur des plates-bandes qui sont des plates-bandes entre guillemets vertes et qui ne correspondent pas à la réalité des choses. C'est tout. Mais voilà, je n'insiste pas plus. D'accord, ce sera le mot de la fin. On a bien compris vos positionnements. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.